l'instant même. Il n'y a pas de décalage, je pense. Oui, oui, c'est un petit peu ça. Un petit peu ça, je vais encore expliquer. Un système temps réel, ce n'est pas un système qui est rapide. On ne peut pas donner cette définition parce que ça reste vague. C'est quoi rapide? On ne peut pas dire qu'un système temps réel, c'est un système qui réagit vite. Mais vite vis-à-vis de quoi? Donc, un système temps réel, c'est un système qui répond très rapidement par rapport à son environnement. Par rapport à son environnement. Par exemple, je lis la donnée, je mesure, d'accord? Je mesure la donnée, je mesure les événements qui se produisent dans l'environnement et je dois réagir aussi rapidement que possible, hein, pour que l'environnement ne change pas. Ça veut dire avant que l'environnement change. Par exemple, je vous donne un exemple, mais même si c'est un exemple qui est très lent, ce n'est pas un système très rapide. Supposez que vous êtes en train de réguler la température d'une salle, par exemple. Donc, vous avez fait un capteur de température. Vous mesurez la température. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous pouvez le faire avec une carte Arduino. D'accord? Vous mesurez la température avec le capteur. Vous trouvez, par exemple, je ne sais pas, 2 degrés, par exemple, et vous voulez augmenter, chauffer. Donc, vous agissez sur le chauffage. Alors, si vous prenez beaucoup de temps pour agir sur le chauffage, alors que la température elle a déjà augmenté pour atteindre 15 degrés, et vous voulez agir pour augmenter la température, ça, ce n'est plus un système temps réel. Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut que l'environnement ne change pas lorsque vous voulez agir. Entre l'événement que vous avez lu et la commande que vous allez faire, il faut que l'environnement ne change pas. Parce que si jamais l'environnement change, c'est très critique. Par exemple, dans le cas de l'aéronautique. Dans le cas de l'aéronautique, il faut que les systèmes soient réels, temps réel. Parce qu'un faible changement de l'environnement peut causer des catastrophes. Vos systèmes, ils doivent être réels. Ça veut dire qu'ils doivent réagir avant que l'environnement change. Ça va, c'est bon? Vous avez compris un petit peu? On dit que système temps réel ou bien temps contraint ou bien encore un système réactif. Voilà, vous avez vu ici, c'est plus expliqué ici. Donc, vous avez par exemple, voilà votre système, il est là, vos entrées et vos sorties. Donc, à chaque fois que vous avez lu une entrée, il faut réagir avec une sortie. Entrée, réagir, sortie. Entrée, réagir. Ça veut dire que les entrées et les sorties ils doivent alterner. Ça veut dire on ne peut pas avoir deux entrées sans qu'il y ait une réaction. À chaque fois qu'il y a une entrée, il doit y avoir une sortie. Entrée, sortie. Ça, on l'appelle aussi système réactif, système qui réagit. D'accord? Ça veut dire que le programme répond à EI avant que n'arrive EI plus 1. Voilà. Il arrive E0, il réagit à E0 par S0. Il arrive E1, il réagit à E1 par S1, etc. Et donc, le programme ne rate aucun changement significatif. On appelle ça un système temps réel ou bien un système réactif. Bon, je vais passer donc. Bon, idéalement, je peux avoir ça. Idéalement, ça veut dire un système réactif idéal. Mais ça, je ne peux jamais l'avoir parce qu'il y a toujours un temps d'exécution de votre programme, un temps de réaction, etc. Ça c'est pas naturel, c'est pas réel, ça. D'accord? Mais si je peux avoir ça, c'est l'idéal. Alors, je vais aller directement donc, de quelques explications. Bon, je peux vous montrer quelques systèmes embarqués parce que l'objectif ici, c'est surtout des systèmes embarqués qui vont commander d'autres systèmes mécatroniques, mécaniques, etc. D'accord? Donc, vous avez plein de systèmes embarqués comme ça. Donc, par exemple, là, ce sont des robots qui se basent sur le processeur RISC. RISC, ça veut dire Reduced Instruction Set Computer, qui utilise la liaison Wi-Fi pour communiquer, des capteurs audio-vidéo. Ils peuvent identifier des personnes, d'accord, grâce à une phrase type, par exemple, ou bien grâce à l'audio.
reconnaissance de la vidéo, reconnaissance de visage. Ils peuvent aussi reconnaître la parole, par exemple, ou bien d'une manière audio, reconnaissance vocale, ou bien vidéo, lecture labiale. Vous savez ce que ça veut dire lecture labiale? Non, monsieur. Non, monsieur. Lecture labiale, ça veut dire seulement en regardant les mouvements de la bouche. Et on peut prévoir le mot qu'il a dit, la personne. Comme en football, par exemple. On reprend les vidéos pour voir qu'est-ce qu'il a dit exactement à l'arbitre, par exemple, s'il a insulté ou s'il a, pour lui donner. Est-ce que vous avez compris? Donc, en regardant juste les mouvements de la bouche. Ça s'appelle la lecture labiale. En regardant le mouvement qu'a fait la bouche, on peut détecter la phrase qui a été prononcée. Alors, qu'est-ce que j'appelle co-design? J'appelle co-design, c'est lorsque je fais le matériel et le logiciel en même temps. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, nous avons fait que la programmation, ça veut dire le logiciel. Mais lorsque vous implémentez en même temps le programme et le matériel en même temps, vous voulez réaliser tous les deux en même temps, ça s'appelle le co-design. Il y a des matériels qui supportent ce genre de co-design. Il y a pas mal de matériel. Je cite ASIC, FPGA, système en chip, MPSOC. Ça, ce sont des circuits qui sont nouveaux pour vous. Vous n'avez jamais fait ces circuits-là. ASIC, ça veut dire quoi? Application Specific Integrated Circuit. Ça veut dire que ce sont des circuits spécifiques à des applications bien déterminées. Les FPGA, je sais que vous entendez parler de FPGA qui sont des cartes qui sont très utilisées dans l'aéronautique. FPGA, Field Programmable Gate Array. Ces circuits-là, ils sont programmables. Ça veut dire on implémente une fonction matérielle, pas un programme. Ils n'exécutent pas. Ça veut dire vous implémentez du matériel, du porte logique qui va exécuter ou qui va faire une fonction combinatoire ou séquentielle. On va voir comment. Et puis les systèmes en chip. Nous, on va se focaliser sur les FPGA. Et les systèmes en chip, par exemple, les cartes SIM, etc., où vous avez, donc sur une carte puce, vous pouvez implémenter un processeur, de la RAM, de la ROM, tout un système programmé. Et puis, système en chip multiprocesseur, ça veut dire beaucoup de processeurs sur système en chip. Bon. Je vais passer parce que tout ça, donc, je crois qu'on l'a fait dans les cours précédents. Donc, j'arrive au circuit programmable logique. Il y a beaucoup de circuits, différentes familles de PLD, programmable logic device. Et donc, tous ces circuits-là, ils sont programmables. Ça veut dire quoi programmable? Ça veut dire je vais essayer d'implémenter une fonction combinatoire ou séquentielle dans ces circuits. Ils vont permettre de le réaliser. Il y a les PROM, ce sont des ROM, Read Only Memory programmables. Des PAL, qu'on va voir, sont des programmables area logiques. Des GAL, Gate Area Logic. Des EPLD, Programmable Logic Device. Et des FPGA, qu'on va voir par la suite. Donc, je vais aller directement au PAL. Donc, c'est quoi un PAL? Un circuit PAL, c'est un circuit. Voilà, vous pouvez le voir sur le schéma. C'est quoi un PAL? Programmable Area Logic. D'accord? Date d'une vingtaine d'années. Ce sont les ingénieurs de la société MMI rachetés par AMD qui ont eu l'idée d'utiliser la technologie fusible. Ce sont des composants programmables une seule fois. Mais comment ils sont programmables? C'est ça ce qu'on va voir. Regardez. À partir de ce schéma, vous allez voir comment on programme les PLD, les PAL en général. Donc, ils possèdent des matrices E programmables et des matrices O fixes. Ça veut dire quoi des matrices E programmables? Voilà la matrice E. Ça, c'est une matrice E. Et ça, c'est une matrice O. Ça, ce sont des portes logiques O. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Ça, c'est O, OR. Et ça, c'est des portes logiques E. Ça veut dire qu'ici, je peux programmer. Ça veut dire quoi programmer? Ils ont monté des fusibles. Regardez des fusibles. Ces fusibles-là, je peux les griller ou je peux les laisser. Ça veut dire je peux les claquer ou je peux les laisser par un programme.
par contre, ici, c'est fixe. La matrice O, il est fixe. Ça veut dire là, je ne peux rien changer. Je ne peux rien changer. Là, je peux changer. C'est-à-dire que je peux, par exemple, griller ce fusible. Mais quel est le rôle du fusible, à votre avis? Question. Quel est le rôle des fusibles qui sont là? Le rôle du fusible, monsieur, c'est faire transiter le signal d'un circuit à un autre. Oui, ils permettent de relier la ligne avec la colonne. Ouais. Par exemple, ce fusible-là, il permet de relier cette ligne avec cette colonne. Celui-là, la même chose, il permet de relier cette ligne avec cette colonne avec cette ligne, pardon. Cette colonne avec cette ligne, cette colonne avec cette... Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsque je le grille, il n'y a plus aucun contact entre cette colonne et cette ligne. Si je grille celui-là, il n'y a plus de contact entre cette colonne et cette ligne. Ça va, vous avez compris? Oui, monsieur. De toute façon, Ouais, je vais faire un exemple. Donc, la fusion des fusibles est obtenue en appliquant à leur borne une tension de 11,5 volts. Ça veut dire lorsque je veux griller un fusible, j'applique une tension de 11,5 volts pendant 10 à 50 microsecondes. D'accord? Cette opération est bien sûr effectuée en utilisant un programmateur adapté. On va voir comment. Monsieur, l'objectif de griller ça. Oui? L'objectif de griller, monsieur. Oui, c'est de griller les fusibles. Et quand on grille, c'est pour nécessairement avoir quoi, monsieur? Pour ne pas avoir une liaison directe entre la ligne et la colonne. On va voir un exemple tout de suite. Monsieur, Ok. Exemple, regarde. monsieur, Oui? c'est pour ça qu'on a dit qu'on l'utilise seulement une fois. Oui, les PLD D'accord. sont utilisés une seule fois. D'accord? Ils ne sont pas D'accord, merci. reprogrammables une autre fois. Ça veut dire que j'implémente ma fonction, c'est bon. Ils ne sont pas reprogrammables. Par contre, on va voir d'autres types de circuits qui sont reprogrammables. Ça va, c'est bon? Oui, Si, monsieur. c'est bon. Oui. Un exemple, voilà un exemple. D'accord? Donc, regardez, le X, ça veut dire que le fusible est intact. Il y a le fusible ici. Lorsque je mets X, ça veut dire que le fusible, il existe. Lorsque je ne mets pas de X, ça veut dire que le fusible, il est grillé. Par exemple, ici, tous les fusibles, ils sont ici. Ça veut dire quoi est égal Q0? Égal à tout. Égal à B bar, B bar, B, A bar, A. D'accord? Q0 plus tout. Si je veux réaliser ça, par exemple, je veux réaliser juste ça. Q0 égale à AB bar plus A bar B. Regardez, Q0, je veux réaliser AB bar plus A bar B. Quels sont les fusibles que je dois griller ici? Je veux avoir Q0 égale AB bar plus A bar B. Alors, regardez, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça, ce X-là? Ça veut dire que le fusible est là. C'est B bar. Ah, C'est B bar, très Ah, c'est bien. B bar. B bar et ça c'est A. Oui ou non? oui. Donc ça c'est B bar A. Et ça c'est quoi? B. 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 Ah bah, Et donc c'est A la bar. somme parce que ça c'est un OU. Ça c'est un OU. Donc c'est ça ou ça. Et donc 0 égale à B bar plus A bar B. J'ai grillé les deux fusibles ici. Là c'est pas un pal. Là, ça veut dire que ça c'est pas fixe. Ça aussi c'est pas fixe. Ça veut dire que je peux changer ici, je peux changer là. D'accord? Q1 maintenant égale à A bar B bar plus AB. Regardez. Vous avez compris maintenant? Oui. B bar, non, pardon. A bar. B bar. BA, AB, voilà, plus B bar, A bar. Voilà. D'accord? Et donc, vous avez compris? Donc, ou bien j'ai grillé pas mal de fusibles pour obtenir cette fonction. Cette fonction, à l'aide de cette fonction, je peux commander quelque chose. Alors, par exemple, j'ai fait des calculs, etc. Et j'ai trouvé que je dois avoir cette fonction pour commander un système. Donc, c'est un système qui possède deux entrées et deux sorties. Voilà les deux entrées et voilà les deux sorties. Et voilà, j'ai calculé les deux sorties. Vous avez compris comment on programme les circuits PLD? Oui. Oui. D'accord. Bon, avant de continuer, je vais... Bon, ça ressemble à quoi ces circuits? Voilà des circuits pales que vous pouvez acheter, des circuits comme ça, et que vous pouvez programmer. Mais vous avez vu que... Merci.
Alors, on va demander à Idriss. allez-y, Idriss. Idriss, tu peux lire? Oui, monsieur. Oui. La couche dit circuit configurable est constituée d'une matrice de blocs logiques configurables CLB permettant de Regardez, réaliser. maintenant, ce ne sont plus des portes logiques ou ce sont des CLB, C'est-à-dire, fonctions configurables, configurables logique bloc. Allez-y. Ces blocs, ce sont des circuits complexes. Il n'y a pas qu'une seule porte logique. Il y a des bascules, il y a des. D'accord? C'est tout un bloc. Il permet quoi? Allez-y, permettant. permettant de réaliser des fonctions combinatoires et des fonctions séquentielles. Tout autour de ces blocs logiques configurables, nous trouvons des blocs entrée-sortie IOB dont le Donc, rôle ces blocs-là, ils vont permettre de communiquer avec l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des blocs d'entrée-sortie, input, output bloc. À l'intérieur, ça veut dire au milieu, il y a des CLB, des blocs logiques configurables. À l'extrémité, il y a des blocs entrée-sortie qui vont permettre de communiquer avec l'extérieur. Allez-y. dont le rôle est de gérer les entrées-sorties réalisant l'interface avec les modules extérieurs. La programmation du circuit FPGA, appelé LCA, Logic Cell Areas, consistera par le biais de l'application d'un potentiel adéquat sur la grille de certains transistors à effet de champ à interconnecter les éléments des CLB et des IOB afin de réaliser les fonctions souhaitées et d'assurer la propagation des signaux. Vous avez vu, maintenant on n'a plus de fusibles, mais on a des transistors à effet de choc qui jouent le rôle des fusibles. Ils vont permettre d'interconnecter, comme les fusibles tout à l'heure, vont permettre d'interconnecter les CLB entre eux et les IOB. D'accord? Alors, voilà, donc vous avez quelque chose comme ça. Donc là, ce sont les CLB. Là, les IOB. À l'extrémité, vous avez les IOB. D'accord? Voilà les matrices. Les matrices, ils sont, donc la liaison, il se fait à l'aide de portes de transistors. D'accord? Voilà, et un autre schéma si vous voulez. Voilà, donc il y a pas mal de schémas ici. Bon, je vais passer tout ça puisqu'il est très théorique. Avant de commencer avant de commencer le VHDL, je tiens à dire qu'un système temps réel, bon là, real time operating system, regardez, real time operating system. Un système d'exploitation temps réel, ça veut dire lorsque je fais un système temps réel, il faut que mon système d'exploitation soit aussi temps réel. Ça veut dire le système que nous avons ici sur le PC, il n'est pas optimisé pour être temps réel. D'accord? Mais lorsque je fais une carte embarquée en aéronautique, par exemple, en aéronautique, il faut que mon système d'exploitation soit temps réel. Et mon programme soit optimisé pour qu'il soit aussi temps réel, etc. Mais le plus important, c'est le système d'exploitation. Ça veut dire vous entendez parler de Linux Real Time, ça veut dire Linux temps réel ou des systèmes d'exploitation qui sont très rapides. Mais vous allez vous poser la question, mais c'est quoi très rapide? Et comment ils vont faire les systèmes d'exploitation pour être rapides? Parce que vous savez très bien qu'un système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle d'un système d'exploitation? Le rôle du système d'exploitation, il gère les processus, les threads, les tâches. Vous avez déjà vu gestionnaire de tâches, etc. Vous avez plusieurs tâches qui sont exécutées sur votre PC. Qu'est-ce qu'il fait l'ordonnanceur? L'ordonnanceur, il organise ces tâches. Quelle est la tâche qui va être exécutée la première, puis la deuxième, puis la troisième? Ça veut dire qu'il organise l'exécution de ces tâches. D'accord? On l'appelle en anglais scheduler. Scheduler, c'est l'ordonnanceur. C'est lui ça veut dire qui donne la main à quelle tâche qui va être exécutée par le processeur, qui organise aussi la mémoire. Où est-ce qu'on va mettre cette tâche, où est-ce qu'on va mettre cette tâche, où est-ce qu'on va mettre cette tâche. Il organise les entrées-sorties, etc. Mais le travail le plus important qui donne le temps réel, c'est surtout comment
le processeur il va exécuter plusieurs tâches qui attendent, qui sont prêtes à être exécutées, et comment il va organiser. Donc là, il y a des algorithmes. Il y a des algorithmes en réel. Bon, les algorithmes classiques, c'est first come, first serve, premier arrivé. Il y en a d'autres, SJF, short job first, celui qui demande le peu de temps qui va être exécuté le premier. Il y a par priorité. Il y a pas mal d'algorithmes qui utilisent le système d'exploitation pour ordonnancer les tâches. Mais sachez qu'un real-time operating system, son ordonnanceur, il est très, très optimisé. Il utilise des algorithmes vraiment très forts pour être très rapide. D'accord? Pour être très rapide dans l'exécution de ces tâches-là. Si vous voulez, on peut lire technique. Technique, tu n'es pas là. Absent. Tu es là, technique? Oui, je suis absent. Absence, عندك شوية من دير. Monsieur Diallo, monsieur. Diallo. Diallo, allez-y, Diallo. Diallo. C'est le détail, monsieur. Bon, voix folie. Le système d'exploitation embarqué. Le système d'exploitation fait le lien entre le logiciel et le matériel. Il permet d'accéder aux ressources, de gérer les fichiers et d'effectuer les tests. Un système d'exploitation en temps réel, en anglais RTOS, pour Real Time Operating System, est un système d'exploitation multitâche destiné aux applications en temps réel, des applications comprenant les systèmes embarqués. Entre parenthèses, the most test program controller. Thermostat programmable, contrôleur électroménager, téléphone mobile, etc. Des robots industriels, des vaisseaux spatiaux, les systèmes de contrôle commande industrielle et le matériel de recherche scientifique. On a un RTOS facilite la création d'un système en temps réel, mais ne garantit pas que le résultat final respecte les contraintes temps réel, ce qui exige le développement correct du logiciel. Un RTOS n'a pas nécessairement pour but d'être performant et rapide, mais un RTOS fournit des services préventifs et qui plutôt, si elles sont utilisées correctement, peuvent garantir des délais souhaités. Voilà, les délais souhaités, c'est très important le mot délai souhaité. Ça veut dire que c'est par rapport à l'environnement. Les délais souhaités, c'est par rapport à l'environnement. Allez-y. Un RTOS utilise des ordinateurs. Ordonnanceur ou bien ordonnanceur. en anglais. Scheduler ou bien ordonnanceur. Allez-y. Ordonnanceur spécialisé afin de fournir aux développeurs des systèmes temps réel les outils, les primitives nécessaires pour produire les comportements en temps réel souhaités dans le système final, monsieur. D'accord. Donc là, vous avez un tableau, ça je vais vous le donner par la suite. C'est un tableau qui vous donne plusieurs systèmes d'exploitation temps réel qui ont été inventés. Donc là, pour vous, donc pour nous qui ont fait beaucoup de systèmes embarqués, donc on va retenir par exemple micro C, celui-là très utilisé. Pas le micro C